Cette semaine, à Info TV Laval, toute une émission pour vous. Nous avons Jean-Jacques Lapierre, invité spécial cette semaine encore, qui nous parle de l'histoire du Collège Laval. Il y reçoit son invité, Daniel Hébert, un petit peu plus tard dans l'émission, qui nous parle de son parcours. Alex Adou nous parle des mesures fédérales qui sont entrées en vigueur dans les dernières années au sujet de l'immobilier et de la vente et d'achat de biens immobiliers. Michel-Olivier Marcoux nous parle des incontournables pour les nouveaux parents. Vous êtes nouveaux parents, vous voulez protéger votre famille, assurer un avenir financier, tirer son livre, une chronique très, très intéressante. Danny Samuel, les 5 sens et leur importance en méditation. Oh oui, mesdames, messieurs, ça peut vous aider, vous aussi à la maison. Et Victoria Savoie qui nous parle des popotes roulantes de Laval. On y va? Vous êtes prêts? 4, 3, 2, on y va. Cette semaine, c'est devenu une habitude. Jean-Jacques Lapierre, mon copilote de l'émission, d'habitude, tu sais, tu as tes invités, mais moi, j'aime ça discuter avec toi parce que tu es un gars d'histoire, tu es un gars de la place qui en connaît énormément, excessivement, beaucoup plus que beaucoup de gens qui se promènent sur Google, je dirais. Écoute, aujourd'hui, tu me parles du Collège Laval. Le Collège Laval, mais c'est toute une histoire. Ben oui, toute une histoire, ce Collège Laval, et qui a joué d'une grande importance. Tout d'abord, au tout début, et on leur avait demandé d'avoir une institution, mais les clercs de Saint-Viateur étaient venus. Mais on n'était pas satisfait des clercs de Saint-Viateur. C'est en 1866. 1866, donc. On trouvait qu'ils ne faisaient pas un beau travail. D'accord. Alors, on fait venir les frères Maris en 1888. OK. Et puis là, à partir de 1888, ça commence à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. C'est le Collège Laval qui a commencé, les frères ont commencé. Au début, les premières années, il y avait 6 étudiants. Oh. Et puis, tranquillement, ça a monté. Je sais que mon oncle, un de mes oncles qui était là en 1913, il y avait à peine 25 étudiants. Wow. Mon père, il a été en 1920, il était peut-être une 50aine d'étudiants. Et toi? Moi, j'ai été, il y avait à peu près 350 étudiants. OK. Mon fils, il a été, il y avait 500 étudiants. Donc, ça fleurit, on peut dire ça. Et mes ils ont été avec 2000 étudiants. Wow! OK. Ben écoute, de passer de 6 étudiants à 2000, c'est quelque chose. Oui. Et ça, sur une centaine d'années, c'est quand même pas rien. Oui. Et puis, écoute, toi, tu es un ancien étudiant de là. Oui. Toute ta famille, la lignée des Lapierre est passée là, si on veut. Et puis, qu'est-ce qui a marqué, je te dirais, chacune des générations? Qu'est-ce qui était le point commun? Qu'est-ce qui était le point différent, mis à part le nombre d'étudiants qu'il y avait? D'abord, le nom du Collège Laval a donné son nom un petit peu à l'île de Laval. Oui. Alors, avant, c'était l'île Jésus, tout simplement. Oui, c'était l'île Jésus par rapport à Monseigneur de Laval. D'accord. Ensuite, le mot Laval, le mot Lavallois. Alors, c'est dû au frère Louis-François. Le frère Louis-François, qui est une légende connue au Collège Laval. Tout le monde connaissait. Fondateur. Toujours très impliqué. Impliqué, oui, disons. Toujours très impliqué. Il enseignait à mon père, il m'enseignait à moi. Il a été là quasiment tout le temps. Ouais. Oui, c'est à lui qu'on doit le mot Lavallois. D'accord. Le mot Lavallois, avec un L ou 2 L, les deux sont bons, mais le frère Louis-François, au début, c'était avec un L, et vers les années 1945, lui a décidé de mettre 2 L. Pourquoi? Pour le standing? C'était plus joli. C'était plus joli. C'était plus joli. Au point de vue esthétique, c'était beaucoup plus joli. Ouais. D'ailleurs, ce qui est drôle, ici à Laval, il y a un magasin de vêtements, Vézina, je pense, qui a mis son nom, seulement que le mot Lavallois, seulement qu'avec un L. Mais c'est pas une faute d'orthographe. Techniquement, les deux sont acceptés, les deux, c'est très bien. Il n'y a aucune faute d'orthographe. Tu vois, je savais pas ça. Avec ça. Et puis, le Collège Laval, et voilà, qui donne son nom ou qui lègue une partie de son nom à l'île Jésus, qui devient Laval. C'est quand même pas un petit moment de l'histoire, là. C'était important parce que le Collège Laval, il y avait une formation. D'abord, il y avait une fanfare. Et quand la fanfare du Collège Laval sortait, alors c'était tout un événement. Ils se promenaient, puis les gens, il faut dire que les Lavallois, les collégiens étaient fiers de se présenter devant le public. Parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde qui se rendait au collège. Il y avait beaucoup de familles qui n'étaient pas nécessairement assez nantis pour envoyer tous leurs enfants au collège. Même si c'était pas cher à l'époque, c'était trop cher encore pour le fréquenter. Alors, il fallait avoir des sous pour fréquenter le Collège Laval. Alors, c'est pour ça. Et parce que le Collège Laval, avant ça, il faisait la suite un petit peu au Collège des Sœurs, des religieuses, le vieux Collège des religieuses qui est en face de l'église de Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. Alors, les enfants allaient à cette école-là, et puis ils transféraient au Collège Laval
Laval. Mon père a fréquenté, par exemple, la vieille école, l'école des Sœurs, et puis il a fréquenté le Collège Laval, après ça, vers les années 1920. OK. Donc, on sent que le campus cherche à s'étaler un petit peu. On n'a comme pas le choix. On traverse d'un édifice à l'autre, les étudiants, pour pouvoir combler la demande. Puis c'était une vie bien bizarre parce qu'on était pensionnaires à ce moment-là. C'est vrai? Et on sortait 3 fois par année. Okay. Les étudiants sortaient seulement 3 fois par année. C'était quoi, tu te rappelles les dates environ? Oui, on sortait à Noël, à Pâques, et puis un peu l'autre date. En tout cas, il y a 3 fois par année qu'on sortait, tout simplement. Alors, moi, j'ai connu, en 1951, la première année que j'ai été pensionnaire, je sortais seulement 3 fois dans l'année. Wow! Oui. Puis l'esprit de camaraderie, c'est sûr que vous avez des amis pour la vie. Quand on passe ces journées entières déjà de nos jours, on n'est pas nécessairement pensionnaire, puis on se fait des amis pour la vie à l'école, au secondaire. À cette époque-là, de passer carrément l'année au complet avec ses comparses, vous avez encore des amis de cette époque-là? Ah, toujours. Il y a même qu'il y a un conventum. Le conventum nous permet de rencontrer les amis. Bientôt, ça. Il faut dire que ceux de mon âge, j'en ai moins qu'auparavant. OK, parce qu'il y en a quelques-uns, naturellement, qui sont soit malades ou disparus. Mais ça nous permet de se rencontrer des vieilles histoires, et même qu'on rencontre souvent des gens. C'est surprenant. Par exemple, les petits-fils de ceux qui ont fait la traverse, qui avaient la traverse de Jésus et Montréal-Nord. Wow. Alors, viennent les Sigouin, Hubert et Pierre Sigouin, sont des gens qui viennent. Il y a il y a les garçons de M. Larchevêque aussi qui a fréquenté le Collège Laval. Ça, ce sont tous des descendants de gens qui ont marqué le paysage lavallois, autant politique, éducationnel que autre. C'est vraiment, c'est les fondateurs de la ville, d'une certaine façon. J'ai eu le plaisir d'être mêlé au début des conventiums, des amicales, d'en faire partie. Et puis, c'est là qu'on voit que tous les gens de Saint-Vincent-Paul, les Legault de la montée Durand-Saint-François, ça fréquentait le Collège Laval, ça fréquentait le Collège Laval. Les Étiers, par exemple, qui sont des premières fondateurs, les 4 premières familles à Laval qui ont colonisé Laval. Il y a les Charbonneau, les Labelle, les Étiers, de Buisson. Alors, les 4 premières familles. Puis on va pouvoir recroiser des gens de ces 4 familles parce que le 16 mai prochain, c'est le conventum des anciens du Collège Laval. C'est ça. Donc ça, c'est pour toi, est-ce que tu y vas à chaque année religieusement ou tu y vas quand même assez avec parcimonie? Ah non, c'est très rare. Je suis moi, Roger Fortier, on est peut-être les piliers de l'amicale Maris, les juniors qu'on appelait à l'époque, on avait fondé ça. C'est très rare, je pense, de toute ma vie, on a manqué peut-être 5 fois ou 6 fois, tout simplement. Donc, le 16 mai prochain, au Collège Laval, on sait où te trouver. Oui. On peut aller, si vous êtes des anciens étudiants, aller serrer la pince à M. Lapierre, puis jaser parce que probablement qu'il a rencontré des membres de votre famille qui ont marqué Laval ou qui ont simplement marqué, tout simplement, son passage. Mais il y a des vedettes, Pierre Bouchard, le joueur de hockey. Bien sûr. Il vient ordinairement, il vient toujours. Du tour. Oui. OK. Ben écoute, 16 mai au Collège Laval, un gros merci Jean-Jacques Lapierre, et puis on regarde tes chroniques sur Info TV Laval. Merci beaucoup, Stéphanie. Chronique méditative avec Dany Samuel. Salut Dany, ça va bien? Oui, ça va très bien toi-même. Très, très bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tour des 5 sens dans le domaine de la méditation parce qu'ils ont une importance primordiale que les gens, au début, savent peut-être pas. Oui. Donc, OK, je te laisse aller là-dessus parce que c'est toi l'expérimentatrice, c'est toi la professionnelle du milieu. Alors, Bien, les 5 sens, c'est vrai que ça fait bizarre de mixer ça avec de la méditation. Oui, parce qu'une méditation, souvent, les gens ont l'impression que ça se passe juste dans la tête. Oui, exactement. Mais là, vu que c'est la pleine conscience, le but, c'est de se ramener à l'instant présent. D'accord. Nos 5 sens, en fait, si on n'avait pas nos 5 sens, bien, on ressentirait absolument rien. On serait comme un ordinateur qui n'a pas de caméra après, il n'y a pas de microphone. On pourrait pas parler, on c'est peut tout pas seul dans entendre, sa on bulle. ressent rien. Voilà. Donc, les 5 sens, dans le fond, là, c'est eux qui emmènent toutes les informations à notre cerveau pour nous dire, bon, comment ça va, notre état du moment. D'accord. Et notre cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse
les 5 sens selon ta personnalité, tes peurs, tes attentes, tes envies, tes jugements, tes préjugés. Les expériences passées. Aussi, oui, c'est vrai, les systèmes... Tout ce qui nous a marqué un petit peu là, au fil de notre vie. On s'en rend pas compte, mais le cerveau travaille avec ça et colore l'information. Et oui, exactement. Fait qu'on voit un peu la vie à travers nos lunettes roses personnelles. D'accord. Puis, quand c'est une bonne chose, non? Ça dépend. Le jugement et les préjugés, on pourrait s'en passer. Vrai. Je vais te raconter l'histoire de Sarah. Sarah, elle a 10 ans. OK? D'accord. Puis elle a reçu 40 de sa grand-mère pour aller magasiner. Puis elle a la permission d'y aller toute seule au centre d'achat. Puis d'acheter ce qu'elle veut, comme elle veut. D'accord. Elle a fait son premier achat. Au retour à la maison, elle est vraiment contente. Puis elle a dit à sa mère, Maman, regarde ce que je me suis acheté. Puis là, elle sort une veste blanche avec des boutons or. Puis une espèce de collet d'un animal non identifié dessus. Donc, mais elle l'aimait, puis elle se trouve belle, puis elle tourne sur elle-même. Mais sa mère, elle voit juste son opinion par rapport à la veste, puis elle regarde, puis elle dit, mais mon Dieu, tu vas pas porter ça pour l'école, je te l'interdis. Donc, c'est sa perception. Oui. Avec son expérience de pour elle, c'est pas beau. C'est ça. Elle voit pas Elle voit pas plein de choses. C'est ça. Okay. Elle voit pas la joie, le fait que sa fille, elle a fait. C'est son choix à elle, vestimentaire. Première expérience. Elle se trouve belle. Elle se trouve belle. Puis on voit pas ça. Fait que quand faut juste faire attention quand on voit des choses, de se dire, est-ce que je vois la réalité des faits? Ou à travers mes perceptions, mes jugements et mes opinions. Donc, des lunettes peuvent être teintées de rose, peuvent être teintées d'autres couleurs plus sombres aussi. Donc. Ou un gris opaque. Gris opaque ou brun. Oui, il y a plusieurs couleurs possibles. Oui. Bien, ça, quand je donne des cours par enfant, j'arrive avec l'histoire de Sarah. Fait que les enfants trouvent ça drôle que... oui, ils voient tout de suite avec ils Sarah. voient que les parents, vous jugez. Mais je retourne rapidement la situation en disant, vous, les enfants, quand on vous amène un repas nouveau, et l'odeur arrive à votre nez et que vous, votre première réaction, c'est « Yark! J'en veux pas! » Est-ce que c'est un arc parce que je connais pas ou un arc parce que je sais pas c'est quoi? Puis ton nez a emmené une odeur, mais toi, tu as tout de suite été dans une opinion puis dans un jugement. Fait que c'est un peu... Quand l'enfant qui dit arc, il n'a pas regardé le visage non plus de son papa ou de sa maman qui fait à manger, qui prend le temps, qui le nourrit. Donc, nos 5 sens sont super importants pour ça. OK. Comment... Est-ce que tu aurais un truc pour... justement, se grounder sur nos 5 sens, être attentif à ça. Oui. Bien, il y a quand on marche dehors puis qu'il pleut, mettons, un petit peu, bien, on peut avoir la bruine dans notre visage, sentir aussi le gazon qui est humide. Ouais. Mais comme exercice à la maison, ce que j'aime ça donner des exercices. À la maison, je propose le brossage de dents et prendre sa douche ou son bain en pleine conscience. OK. Donc, on regarde notre pâte à dents. Lorsqu'on se brosse les dents, on porte attention à ce qu'on entend. On fait attention à ce qu'on sent, à ce qu'on goûte, puis au toucher de nos dents. Ouais. Quand on fait ça, on doit nommer ce qui se passe, mais sans plus. Sans jugement, sans opinion. Donc, juste nommer la sensation. Oui, la brosse est sur mes dents. Je sens la pâte à dents. Mais sans me dire est-ce que c'est bon ou pas bon. OK. Revenir vraiment au mode basique de sensation. Petite boîte. Oui, la sensation, point final. On ne va pas avec un jugement ou un rappel de quoi que ce soit. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Oui, c'est de nommer les choses telles qu'elles sont sans chercher à juger ou porter une opinion. Je peux donner un autre exemple. Je prends l'exemple, mettons Sarah encore. OK, on va se mettre sur le boulevard d'Agenais, là, qui est très grand. Très long, oui. Puis, elle voit de l'autre côté de la rue, elle voit son amie Mélodie avec Martine. Elle n'aime pas bien Martine. Martine, elle prend beaucoup de place, tu sais, dans la relation, là, avec Mélodie. Elle a l'impression qu'elle prend peut-être sa place. OK. Donc, Sarah, elle part avec l'idée déjà, une peur de perdre son ami. Voilà. Elle fait salut de l'autre bord de la rue. Les deux filles la regardent, la pointe du doigt, se reparlent, puis s'en vont. Oh.
Là, l'information, on sait pas trop, là, ça fait mal. Pardon, là. j'ai touché à ça. mais je me dis, tu sais, Sarah, elle peut se sentir rejetée, jugée, abandonnée par son ami, elle va ressentir de la colère et de la tristesse. Est-ce qu'elle a raison de sentir ça? Est-ce qu'elle a raison? Habituellement, les gens vont se fier à ce qu'ils connaissent. Ouais. Ils vont s'en aller, puis à l'aube de l'adolescence, ben let's go pour des petits textos, puis on fait... on parle dans le dos des gens, et c'est ça, puis ça va vite, là, les rumeurs, ça Ils part. m'ont pas vu, etc. Ils sont pas C'est fines, peut-être même nanana. pas qu'ils m'ont pas vu, ils sont pas fines, ils m'ont pointé du doigt, puis ils sont partis. C'est ça. Sans savoir ce qui se passe Mais de l'autre côté. si tu fais de la méditation pleine conscience, tu te dis, attention, est-ce que j'ai vraiment vu les vraies choses? Fait que là, tu traverses la rue d'Agenais, tu dis aux autos de s'arrêter, tu passes, là, tu dis, hey, salut Mélodie, je t'ai dit salut Martine, je t'ai dit bonjour, puis là, on dirait que tu m'as pointé du doigt, puis vous êtes retourné de bord, là, est-ce qu'il y a un problème? Oh. Et là, de répondre, on t'avait pas vu, il y a un chat derrière toi dans l'arbre. Voilà. Quoi? Un chat? Et là, l'amitié peut se poursuivre. OK, parce que là, on a eu les points sur les i, les barres sur les t. On sait que, finalement, c'est pas moi qu'elle regardait. Elle regardait en arrière. L'opinion que Sarah avait de Martine, peut-être que ça a joué aussi. dans la balance Oui. beaucoup. Oui, Puis là, exact. avec ce petit revirement de situation-là, là, Martine, finalement, c'est pas une mauvaise fille. C'est pas une mauvaise fille. Ça peut être une bonne amie. C'est ça. OK. Fait que nos peurs, nos opinions, nos jugements là, vont beaucoup intervenir par rapport à ce qu'on va sentir, on va voir, entendre, goûter, toucher. Ressentir à Alors, l'intérieur. quand on est dans des situations, pour se ramener à l'instant présent, on essaie de allumer tous nos sens pour revenir à l'instant présent. Pour se remettre dans le ici, maintenant, et pas être dans sa tête. Excellent, oui, c'est ça. Puis d'essayer de pas de nommer les faits tels qu'elles sont. Puis les faits, parce que ma phrase préférée, c'est « Les pensées ne sont que des pensées, elles ne connaissent pas la réalité. » Ben, on va se laisser là-dessus parce que c'est Oui. vraiment exactement où est-ce qu'on s'en allait avec cette chronique. Un gros merci, Dani Samuel. Donc, les gens à la maison, pleine conscience. Cette semaine, on accueille notre belle Victoria Savoie. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. De quoi tu nous parles cette semaine du côté des trucs sociaux? Les organismes. Les organismes de bienfaisance. Oui, cette semaine, c'est culinaire. Donc, dans le volet culinaire, on veut parler de les popotes roulantes de Laval, donc l'association. Ouais. Ça comprend 8 associations qui desservent, dans le fond, toute Laval au complet. Donc, chacune son petit territoire. Exactement, exactement. Puis, c'est ça. Donc, là, les popotes roulantes de Laval, bien, c'est fait pour, justement, les utilisateurs qui sont soit qui ont besoin d'aide, là, qui sont semi-autonomes. On a eu un coup dur, on Ouais. cherche à se replacer. C'est un des échelons qu'on peut prendre pour se remettre dans la bonne voie. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est un service de livraison de repas chauds qui se fait entre 10h30 le matin à 12h45. D'accord. Puis, c'est ça. Donc, là-dedans, vous avez un repas, ça comprend une soupe, un plat principal, puis un dessert. OK, donc Puis- l'ensemble de l'œuvre, un repas chaud complet livré chez soi. Exactement. Puis c'est fait aussi, c'est conceptualisé avec 2 nutritionnistes, donc diététistes. Donc là-dedans, c'est sûr que vous avez un repas équilibré aussi. On a toutes nos vitamines, tous nos minéraux. Oui, le plus possible. Oui, ben oui, évidemment. Donc- Et puis, qu'est-ce que ça prend au juste pour être éligible à ça? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées qui bénéficieraient grandement d'un service comme ça. Des mamans peut-être à la maison qui sont peut-être en posture de... On recherche un emploi, les enfants sont à la garderie, puis là, c'est vraiment difficile de peut-être Ça- rallier les deux bouts. C'est ça. Mais c'est plus, par exemple, le premier critère, c'est soit d'être âgé de 65 ans et plus. D'accord. Donc ça, c'est les premiers là, qui peuvent l'avoir. Donc, Il faut les gens être de l'âge résident. d'or, Il faut être résident de Laval. Mais quoi que, il y en a partout. Tu sais, à Montréal aussi, il y a des popotes roulantes. Évidemment, oui. Partout. Mais celle particulièrement de Laval, les 8 organismes qui sont associés ça. ensemble. C'est pour les 65 ans et plus, ou sinon, c'est pour quelqu'un qui a un problème en ce moment, qui est en perte d'autonomie, D'accord. soit temporaire ou semi-temporaire. Quelqu'un qui aurait eu un accident, Ouais, ou une quelqu'un maladie. exactement. C'est par exemple, quelqu'un qui est en traitement de chimiothérapie n'a pas Ouais. nécessairement les forces pour se faire à manger. Tout à fait, Donc, ça ouais. peut être un service qui est offert. Puis aussi, il y a un autre volet qui est quand même intéressant, c'est, par exemple, si vous êtes un proche aidant, donc vous pouvez aussi bénéficier de la popote roulante. Ça, c'est Donc, bien, hein, ouais, de c'est- penser aux proches aidants, parce que souvent, les gens qui sont
sur le terrain avec la personne qui est dans le besoin, puis ça crée de se faire un certain besoin, puis cette personne-là aussi. Bien, c'est ça, ça fait comme une chose de moins à penser là, voilà. pour que les deux puissent, par exemple, se nourrir là, sans se casser la tête. Exactement. Vivre du mieux possible, du moins. Non, c'est ça. Puis, comment s'inscrire? Il y a deux façons qu'on peut le faire. Soit que, par exemple, avec les CISS... Les CISS, ou bien les CLSC. Ouais. Si vous êtes, par exemple, en processus là, avec un intervenant, bien, lui ou elle peut justement faire votre inscription, faire la demande au Popote roulante, ou sinon directement, là, soit par téléphone ou au site Internet, vous pouvez demander des informations là, pour... savoir si on est éligible, savoir aussi... Est-ce que les gens qui ont, exemple, des allergies alimentaires, oui, c'est un autre truc, s'en tient compte? Non, c'est ça. Malheureusement, ce volet-là, ils vont pas faire des repas On n'a pas la latitude présentement pour pouvoir offrir ça. En ce moment, c'est vraiment un repas. Il ne faut pas que vous ayez, par exemple, d'intolérance alimentaire ou bien d'allergie là, pour bénéficier super important. Oui, c'est ça, du service. Là. D'accord. Puis, par exemple, un coût, je peux vous dire, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc, c'est 6,25 le repas pour les Lavallois. Là. Donc, c'est quand même un repas à très faible prix, oui. équilibré avec tout ce qu'il nous faut pour avoir la panse pleine et puis passer une bonne journée. Puis, oui, bien, dans le fond, tu sais, le but là, des popotes roulantes, ça a quand même... le but premier, c'est de garder les personnes le plus longtemps à la maison. C'est pour pas les sortir de leur environnement. Puis souvent, un des facteurs, quand les personnes vont aller en résidence, c'est justement qu'ils sont plus capables de se nourrir eux-mêmes. Ça, c'est un dur coup pour beaucoup. C'est ça. Puis ça permet aussi de garder l'hygiène puis la salubrité là, au niveau de la maison. Tu sais, peut-être que quand on vieillit, on oublie certaines affaires. On peut garder les aliments un peu plus longtemps dans le frigo, donc ça vient périmé. Donc, avec ce service-là, bien, ça limite justement le fait peut-être de risque de maladie. C'est ça, de malaise par la suite. Exactement. Puis aussi d'oubli. Tu sais, des fois, les personnes âgées vont peut-être sauter des repas par oubli. Donc là, bien, avec un service qui vient livrer directement à la maison, on peut toujours... Ça fait un rappel de « Ah, on est rendu, c'est l'heure de manger. » Puis il y a certains centres aussi qui offrent d'avoir des repas congelés. Donc, vous pouvez d'en avoir un petit peu d'avance. Oui, c'est ça, parce que le service, c'est du lundi au vendredi, mais peut-être comme, par exemple, justement, pour la fin de semaine. Mais déjà, avoir ces repas congelés qu'on fait juste décongeler, ça peut faire... Déjà, ça aide beaucoup de gens. Oui. Et puis, les repas, c'est des repas complets, mais à quel genre... Est-ce que tu as eu la chance de savoir un petit peu quel genre de nourriture on s'attend? Est-ce que, il y a un peu de tout pour la personne qui n'est pas trop... qui aime découvrir des choses, on peut faire des belles découvertes? Ça va quand même... vous avez toujours une portion de légumes, une portion de féculents. Donc, c'est vraiment un repas équilibré comme dans le guide alimentaire canadien. Donc, vous pouvez avoir... comme là, sur le site Internet, vous avez un exemple de menu. Puis là, ça dit cuisse poulet barbecue avec des haricots verts. D'accord. Donc, vraiment ce qu'il faut. Puis de bonnes fourchettes quand même suffisamment pour dire qu'on a le belon bien rempli et le palais satisfait aussi. Tout à fait. Puis aussi, pour maintenant, les gens qui veulent s'impliquer. Oui. Donc, il y a une grande part de bénévolat là, qui est importante au service des popotes roulantes. Écoute, la caméra est à toi parce que les bénévoles, c'est une denrée rare, puis surtout pour offrir de la bouffe. C'est ça. Puis, je lisais justement un article sur les popotes roulantes qui disait qu'en ce moment, la moyenne d'âge pour les 10 000 bénévoles est de 72 ans. Fait que leur but, c'est justement de renouveler... rajeunir les bénévoles. Puis c'est ça, ils ont actualisé leur site Internet, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une manière un peu plus d'approcher les jeunes. Mais pour justement faire du bénévolat, bien, on peut être soit aide cuisinier, livreur, baladeur. Donc, ça, c'est les personnes qui vont aller porter le repas à la personne comme dans la maison. Des gens qui aiment le monde, qui aiment exactement. Ils font les petits tours, puis hey, bonjour, ça va bien, l'entre-gens. Oui, puis il y a aussi gestion de projet. Donc, si vous voulez, par exemple, vous avez une expertise en marketing, vous avez des idées pour justement là, que ça se développe davantage les popotes roulantes, et vous pouvez aussi soumettre... Vous êtes bienvenue. Oui, c'est ça, d'être impliqué au niveau de la gestion de projet. Là. Puis sinon, si on a des dons, des aptitudes de cuisine, on dit hey, moi j'aime ça papoter. Puis c'est tout le temps le fun. La plupart des gens que je connais qui cuisinent aiment papoter pour les autres et non pour eux-mêmes. C'est une super belle occasion aussi. Mais oui, papoter en gang aussi, probable, parce que là, on fait pas un poulet à la fois, on en fait quelques centaines. Oui, c'est ça. Puis ça permet aussi d'avoir des nouvelles aptitudes, puis aussi de
voir un peu l'univers de la cuisine. Des fois, on est nous dans notre cuisine, mais là, c'est une différente cuisine. Il faut se mettre à des règles d'hygiène et salubrité, suivre les règles de la MAPAC. Donc là, on voit vraiment l'envers comme si on était dans un restaurant. Oui, exactement, dans une cuisine de restaurant. Là. Donc, écoute, pour ce qui est des pop-up roulantes, les informations sont sur le site en bas de votre écran. Oui. Un gros merci pour cette chronique. Tu as aidé probablement plusieurs familles à bien se nourrir et plusieurs personnes âgées aussi à être rassurées que la bouffe sera sur la table ce soir. Un gros merci, Victoria Savoie. Cette semaine, oui, on en parle. On a commencé la discussion la semaine dernière, mais c'est Avengers Endgame. La dernière fois qu'on s'en est parlé, le film n'était pas sorti, mais lors de la présentation de l'émission, il était sorti. Maintenant, ça bat son plein. Il y a un définitif engouement pour Avengers. Pas mal. Oui, on pourrait dire ça. Pas mal. Écoute, première fin de semaine, 1,2 milliard au box-office à travers le monde. C'est le plus gros succès qu'a eu un film dans sa première fin de semaine. Et de tous les temps, là. De tous les temps. Et peut-être que quand cette chronique-ci va sortir, peut-être que Endgame va être le film le plus qui a rapporté le plus d'argent au box-office de tous les temps. Ça se peut en dedans de 48 heures, 1,2 milliard. Wow. Donc, d'ici les quelques prochaines journées, est-ce que ça se pourrait qu'il arrive à 2,9, 3 milliards? Titre? C'est Avatar avec 2,7, 2,8 dans ces alentours-là. Et on est prêt. On est à la moitié presque. On est à la moitié. Mais même, un week-end. Même Infinity War s'est rendu à 2 milliards, mais bon, il y a eu pas mal d'essoufflement avant d'arriver à ce que Avatar a eu. Mais quand même, pour ce film-ci, je pense bien qu'on peut y arriver. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le premier film qui a rapporté 1 milliard au box-office, c'est Jurassic Park en 93, et ça a pris pas mal de temps. Et que maintenant, on arrive à 48 heures, dans 48 heures. Mais ça, c'est fou quand même, là. La vélocité de l'argent n'est plus la même. La vélocité aussi de l'information, des trailers. Avant, pour voir un trailer de film en 93, il fallait être au cinéma la semaine d'avant ou quelques semaines avant et le voir et se propager dans l'engouement. Maintenant, surtout que c'est un univers complet cinématographique qui est comme relié avec ce film-là, on va rechercher tous les gens qui ont aimé toutes les diverses aspects de cet univers-là. On va les rechercher de par le web, on va les rechercher par un univers fantastique qui touche de 7 à 77 ans, sinon même plus. Oui, bien, surtout que Captain America a été créé, bon, il était populaire dans les années 40, donc, tu sais, il y a des fans de tous les âges pour Captain America, entre autres. Et finalement, Endgame, je pense que le marketing a grandement aidé parce que, comme je pense que j'ai dit la dernière fois, tout ce qu'on a vu comme promotion, c'est ce qui se passe durant les 15 à 20 premières minutes du film. Puis un des engouements aussi, ça a été que la critique n'a pas eu le droit de parler jusqu'à 2 jours avant le lancement du film. Ça, c'est beaucoup. Exactement, mais pour pas spoiler ce qui pourrait bien se passer. Et quand les critiques ont commencé à sortir, qu'est-ce qu'ils disaient en général? C'était c'est tellement incroyable qu'on n'a pas la capacité intellectuelle de s'imaginer maintenant à quel point tout ça est incroyable. C'est gros, là. C'est gros. Et vu que c'est 3 heures, c'est quand le meilleur moment pour aller aux toilettes, bien, à peu près toutes les critiques disaient il n'y a pas de bon moment. Chaque seconde, chaque instant est tellement important. Donc, moi, mes attentes étaient là. Parce que quand je vais voir un film, ce que j'aime le plus, c'est d'être surpris. Quand je peux imaginer ce qui se passe durant un film, j'aime pas vraiment ça. Et si je peux m'imaginer, finalement, je me rends compte à la fin que je me suis trompé depuis le départ. J'adore ça parce que j'aime ça avoir des punchs dans des films. Donc, mes attentes étaient immenses. Moi, je t'envoie la sauce. La question qui tue, je suis désolé, Guilla, je te l'emprunte. Est-ce que la critique en toi a été surpris? Non, absolument pas. Rien du tout. C'était pas le truc que t'étais pas nécessairement prêt à voir ça? Ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'il y ait si peu de punch que ça. À mon avis, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de punch, que c'était surprenant. Pas moi. Est-ce que tu peux nous dévoiler des punchs? Absolument pas. Absolument pas. Mais parce qu'il y a des gens sur Internet qui en ont dévoilé, puis ça a mal tourné pour eux. Ah oui, ils se sont fait battre. Wow, OK. Ne battez pas Nicolas Vincent-Poirier. On en a besoin pour la semaine prochaine et les autres à suivre. Oui. Puis tu sais, je tiens à mes jambes. Non, mais il y a des belles petites pattes, puis il faut promener le chien. C'est ça.
Mais j'ai lu beaucoup de théories sur le web à propos de où l'histoire, dans quelle direction l'histoire pourrait aller. Et c'est toutes des théories très intéressantes. Et on a droit à une fraction de ces théories-là, parce que chacune des théories que j'ai lues, il y a certains qui absolument pas de lien avec ce qui se passe vraiment dans Endgame, mais tous ceux qui se rapprochent un peu, c'est vraiment une fraction de ça. C'est quand même assez simple comme histoire qui se passe tout de suite, pas longtemps après la fin de Infinity War, que j'ai même pas le goût de spoiler, quoique maintenant, avec les memes sur le web, je pense que... On a une vague idée de ce que ça avait donné, là. Juste au cas où. Voilà. Mais c'est ça, donc c'est la suite de Infinity War. Et, tu sais, c'est un marketing nouveau et je pense qu'il devrait avoir tellement plus de films vendus de cette façon-là parce que maintenant, on nous vend trop de punch juste avec les bandes annonces. C'est vrai. Souvent, les bandes annonces, c'est la série de toutes les punchs ou l'ensemble des punchs majeurs du film. C'est ça. Et que là... Endgame a réussi à faire autant d'argent avec quoi comme marketing? Vendez pas la fin et juste les premières minutes. Mais il y a quand même le marketing colossal de 21 productions avant ça. Oui, tout l'univers Marvel a servi à vendre Endgame. Moi, c'est le message que, oui, dans le cinéma, on voit ça de plus en plus, c'est que carrément une franchise devient un univers et l'univers au complet sert à promouvoir le prochain extrait. Oui, sauf que c'était une bonne chose qui arrête à Endgame. C'est sûr que ça va se poursuivre, mais pour ce qui est de cette histoire-ci, c'est terminé. On va avoir droit à d'autres choses dans l'avenir. Parce qu'à la fin, on a un indice de où est-ce que ça pourrait pointer ou encore on regarde il y a beaucoup d'indices. Oui. Je peux très bien imaginer plusieurs directions dans lesquelles ça pourrait aller. Mais finalement, c'est une bonne chose quand même que ça se termine à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, ça veut dire que si ça continue comme ça... C'est qu'on n'a pas fait OK, dans 15 ans d'ici, quelqu'un qui veut commencer à embarquer dans ces films-là, il faut qu'il se tape les 30 films rendus là. Ouais. On est déjà à 22 films. À un moment donné, il faut que ça se termine et on repart à neuf avec une histoire. Sinon, ça devient difficile pour les fans de tout suivre. En gros, c'est divertissant comme film. C'est pas un mauvais film. Les effets spéciaux sont intéressants. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a moins d'action que dans Infinity War, qui était vraiment... Est-ce qu'il y a plus de storytelling? Donc, il y a plus d'histoires. On fait la boucle de toutes les autres histoires de la J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de boucles que ça. Il y en a certaines, sans embarquer dans les détails. Mais tu tiens vraiment tes jambes? Oui, bien, écoute... Plus ça va et plus comme... Il y a un joueur de basketball ou de soccer qui a dévoilé le punch sur Facebook et là, les gens commencent à dire il doit se faire renvoyer. Non, on veut le garder. Un autre s'est fait Dévoile pas de punch. On te veut, t'es beau comme ça. Les gens à la maison, soyez compréhensifs. Investissez un petit montant puis allez voir Avengers Endgame. Si vous avez vu les autres, sinon ça sert absolument à rien. Si vous n'avez pas vu Infinity War, Endgame, c'est la suite directe. Ça fait que ça vaut pas le coup. Bon, ben vous êtes avertis. Chronique Cinéma, on se revoit la semaine prochaine. Chronique financière avec Michel-Olivier Marcoux. Salut. Bonjour. Donc, on parle d'un sujet qui va toucher beaucoup de jeunes parents parce que c'est vraiment... quand on est jeunes parents, pour en connaître quelques-uns, beaucoup de choses changent dans la vie. Et les finances aussi est un aspect à absolument pas négliger. Exactement. En fait, quand on devient parent, oui, en plus des heures de sommeil qui diminuent un petit peu, il y a beaucoup de changements au niveau financier. Il faut faire attention. Les folies financières sont peut-être un peu moins recommandées parce que faut quand même s'occuper de notre enfant. Il faut avoir un fonds de prévoyance, un fonds d'urgence pour les imprévus, mais il y a aussi des incontournables qui sont super importants. On pense pas toujours au début. Là. Non, c'est ça exactement. Puis vous allez voir comment c'est super avantageux, mais c'est aussi important de se protéger là-dedans parce que s'il nous arrive quelque chose, on ne veut pas non plus laisser notre conjoint, notre conjointe et notre enfant dans l'embarras, surtout financier, en plus s'il y a un deuil, tout ça. Donc, le premier incontournable pour les nouveaux parents que je vais vous parler, c'est le régime épargne-études, le REE, qu'on entend beaucoup parler, mais que pas tant de gens, ou pas assez de gens, en tout cas, l'utilisent. Un REE... C'est très avantageux, mais les gens passent un petit peu à côté. Ils passent un petit peu à côté, malheureusement, par manque de connaissances et aussi parce que, dans le fond, probablement qu'ils mettent pas assez d'argent de côté, mais comme vous allez voir, c'est super avantageux. D'accord. Un REE, en fait, c'est un petit peu comme un REER, un CELI, c'est un compte dans lequel on investit. OK? C'est un peu comme je disais, un REER et un CELI. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du REE... L'impôt est reporté. L'impôt est reporté, exactement. OK? Le gros avantage du REE, c'est les subventions que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec vont apporter. Donc, par exemple, le maximum qu'on peut cotiser par enfant par année est de
2 500 et le gouvernement va te donner jusqu'à 30 en fait, minimum de 30 dans le REE. Donc, si on met 2 500 par année, c'est quand même 750 qui est investi, qui est ajouté par le gouvernement sans qu'on ait à rien faire. Et quand tu dis un minimum de 30 ça peut fluctuer selon certaines conditions? Exactement. Si une famille a un salaire moins élevé, un revenu familial moins élevé, ça peut jusqu'à 40 de subvention. Donc, c'est quand même énorme. C'est rare que le gouvernement nous fait des cadeaux, nous donne des sous. Donc, pourquoi pas en profiter au maximum? Et même dans certains cas, je recommande à certaines personnes de cotiser au REE avant même leur REER parce que c'est super avantageux parce qu'ils donnent un gros montant. Ils donnent un 30 qui va servir plus tard lors des études. Les études des enfants, exactement. Donc, c'est important de le mentionner. C'est pour les études supérieures des enfants. Ouais, c'est pas pour le secondaire. C'est pas pour le secondaire, c'est toujours post-secondaire. Donc, cégep, universitaire et même DEP. Tant que c'est post-secondaire, tant que c'est après l'école secondaire. Un autre des avantages, c'est la flexibilité du régime par études. Parce que quand vient le temps de retirer les sous, l'argent peut être probablement retiré dans le compte bancaire de l'enfant ou du parent. Okay? Pourquoi on peut faire les deux? Parce que souvent, les enfants vont habiter à la maison des parents et ils vont payer déjà, les parents vont déjà payer pour le loyer, les dépenses, l'université, tout ça. Donc, même si l'argent est retiré dans le compte du parent ou de l'enfant, c'est toujours l'enfant, toujours l'étudiant qui est imposé. Ça, ce qui est bien, c'est que souvent, les étudiants... C'est à son nom. C'est à son nom. C'est papa, maman qui investit dans le fond. C'est l'enfant, le bénéficiaire, dans le fond, qui va être imposé. Quand on est étudiant à l'université, au cégep, par exemple... On ne fait pas beaucoup d'impôts. Exactement. Donc, c'est pas grave qu'on soit qui soit imposé, parce qu'on n'en paiera probablement pas. Donc, c'est vraiment beaucoup plus avantageux. C'est un bon coup de pouce. Exactement. Donc, l'enfant a 30 de plus d'argent pour aller à l'école. L'enfant est imposé, mais pratiquement pas imposable parce que de toute façon, en plus... C'est moins que le montant. Exactement. Minimal. Plus l'enfant a déjà des déductions pour tout ce qui est dépenses scolaires, fait que ça diminue encore plus le revenu imposable. Donc, c'est super avantageux pour ça. Une autre façon, un autre avantage, en fait, c'est que si un enfant, on n'est pas sûr qu'il va aller à l'université, quelque chose comme ça, il y a des options. Par exemple, si on a plus qu'un enfant, on peut avoir un régime d'épargne-études familial, donc on peut avoir plus qu'un bénéficiaire. Donc, si jamais un enfant va à l'école plus longtemps que l'autre, on peut redistribuer exactement les retraits. Donc ça, c'est quand même super avantageux. Et si jamais aucun des enfants ou on a juste un enfant puis il va pas aller faire des études postsecondaires, ça peut être selon certaines conditions, ça peut être transféré dans un REER sans qu'il y ait trop de pénalités. Mais ça dépend toujours des cas. Est-ce que les conditions sont déterminées à la signature au départ ou ça peut être renégocié en cours de route? En fait, c'est pas de le négocier, c'est tout dépendant quand vient le temps de transférer du régime par études vers le REER. Si ça fait un certain nombre d'années et tout ça, mais c'est vraiment par cas spécifique. Ouais. Il y a des frais qui s'entourent de ça. Il peut y avoir des frais, mais ça se peut qu'on puisse garder les subventions des fois. Donc, c'est quand même à vérifier, mais ça vaut quand même la peine de mettre de l'argent dans un régime par études parce que, encore une fois, c'est le 30 qui nous est donné, 750 par année. On l'a pas ailleurs dans un CELI ou un autre Exactement. Donc, il y a beau avoir des avantages fiscaux importants dans le régime dans le REER puis dans le CELI. On se fait pas donner de sous. C'est le seul avenir. C'est le seul, exactement. D'accord. Donc, ça, c'est le REE qui est très important. L'autre incontournable, c'est surtout au niveau de l'assurance pour protéger sa famille. Parce que quand on n'a pas d'enfant, oui, c'est sûr que si on a des responsabilités financières, c'est important de protéger notre conjoint, tout ça. Mais quand vient le temps, quand on a des enfants, si jamais il nous arrive quelque chose, il y a un fardeau plus important parce qu'il faut quand même que l'enfant puisse se nourrir, qu'on puisse avoir les moyens pour faire vivre l'enfant. Il faut qu'il y ait la continuité de ce qu'on a commencé. Exactement. On amène un enfant à maturité. C'est ça. Puis un enfant, ça prend moins de 18 ans, 20 ans avant qu'il soit... C'est ça, qu'il soit financièrement apte à subvenir à ses besoins. Donc, c'est important de pouvoir probablement pas laisser notre conjointe dans le deuil, premièrement, et sans sous, sans moyen pour avoir un deuxième revenu. C'est quand même important dans un couple quand on a un enfant. Quel type d'assurance serait privilégié? Les nouveaux parents, les deux, c'est le premier enfant. On n'a pas nécessairement un établissement, peut-être pas nécessairement rendu à avoir la maison. On est encore à l'étape d'être dans un logement. Un logement, c'est ça. Ça serait quoi la première option, moi, je pense que c'est une assurance vie temporaire. Okay? L'assurance vie temporaire, c'est si en cas de décès, notre conjointe, ou si les deux décèdent, en fait, la personne qui va s'occuper de l'enfant va recevoir un montant pour subvenir aux besoins, exactement, pour pouvoir payer sur les études éventuellement, quelque chose comme ça. Temporaire, comme ça le dit dans le nom, c'est sur un certain nombre d'années. Donc, ça peut être 10, 20, 25 ans, 30 ans. Et l'avantage, c'est que c'est peu coûteux. Donc, les nouveaux parents, ils n'ont pas beaucoup de sous, qui ont un fardeau de plus, exactement, à gauche, à droite. Les garderies, les couches, donc tout ça, c'est quand même important de garder le coût le plus bas possible. Et des assurances temporaires, 10, 20 ans, c'est pas très cher, surtout quand on est jeune, on est en
santé, c'est quelque chose qui peut revenir très peu par mois. Ajouter à notre portefeuille on peut toujours d'assurance par la suite. C'est ça. On peut toujours, par exemple, extensionner notre 10 ans à 20 ans. Ce qui est bien dans ce type d'assurance-là, c'est que souvent, les parents vont avoir un fardeau financier sur les enfants pendant 20-25 ans environ. Donc, si on prend une assurance temporaire pendant 20-25 ans, le jour qu'ils sont aptes à subvenir à leurs propres besoins, bien, on n'a plus besoin de payer d'assurance nécessairement pour ça. Ils vont pouvoir voler de leurs propres recettes. Fait que ça, c'est le premier, le plus important selon moi. C'est important aussi de peut-être regarder des fois avec notre employeur, on pourrait avoir déjà des assurances vie, invalidité, maladie grave. Fait que peut-être regarder avec ça, mais de quand même des fois combler nos besoins si jamais on en a pas assez pour être sûr qu'on ne laisse pas justement nos enfants, notre famille dans des problèmes, dans le trouble un petit peu. Puis le trouble, le problème que personne ne souhaite, c'est vraiment c'est un décès d'un des parents. Oui, exactement. Là, on arrive avec une pièce de papier qui est excessivement cruciale. Oui, le testament, qui est le troisième incontournable selon moi, parce que justement, ça peut éviter d'avoir des problèmes qui s'occupe des enfants. On veut vraiment que la personne dans laquelle on a plus confiance s'occupe de nos enfants. On veut qu'elle soit au courant avant. Là. On Exactement. veut pas qu'elle découvre ça à la lecture du Exactement. testament. Puis que ça soit moins compliqué parce que s'il n'y a pas de testament, il peut y avoir des chicanes de famille. Les deux familles se chicanent. La famille de la personne qui est décédée, la famille du parent qui reste. Impliqué, puis exactement. Là, donc, un testament, c'est le troisième incontournable. Ça coûte pas si cher que ça d'aller voir un notaire. Ça vaut la peine. On s'évite des trous. Puis si jamais il y a quelque chose qui change dans la situation financière, dans la situation familiale, on peut toujours retourner voir le notaire éventuellement pour changer ça. Écoute, Michel-Olivier Marcoux, on s'est tiré de ton livre en pensant la chronique d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver de l'information là-dessus. Donc, écoute, sur la collection Comment notaire. Donc, on va aller voir ça. Investir pour assurer son avenir. Un guide aux jeunes investisseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et comme je le disais, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme public qui m'impressionne. Daniel Hébert, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Bien, bonjour, M. Lapierre. Daniel Hébert, on devient un homme public, mais il faut avoir un parcours auparavant. Quel est ton parcours qui t'a amené à t'intéresser au public comme ça après? Bien, au départ, c'était la politique fédérale dans les années 90. Même en 80. Oui. Même en 80, lors des élections avec M. Mulroney. Oui. Pour l'élection de M. Jacques Tétrault. Tu as été impliqué déjà avec M. Tétrault ici dans les élections municipales. Oui. Mais c'était toute une aventure à l'époque. Bien, non, pas dans les élections municipales, fédérales. Fédéral. C'est quand M. Tétrault s'est présenté dans l'équipe de M. Mulroney pour le Parti conservateur du Canada. Ah, d'accord. Alors, déjà, à un moment donné, tu avais une implication politique, tu connaissais tous les aléas de la politique, les trucs, les trucs à faire, mais la politique était complètement différente d'aujourd'hui. Oui, mais c'est semblable quand même. Une élection, ça ressemble à une élection. Puis, tout simplement, je m'étais impliqué avec M. Tétrault et son successeur après. J'ai été pendant 10 ans secrétaire pour le Parti conservateur du Canada. Ah oui? Ah bon, bien, c'est formidable. Écoute, ça t'a amené ça quand même peut-être à faire des études un petit peu en droit? Bien, en droit, oui, indirectement. J'ai été huissier de justice de 20 ans. Alors, comme huissier, on se fait des amis, mais ça prend beaucoup de diplomatie. Effectivement. On apprend à négocier. Il faut négocier, hein? Oui. Mais c'est pas un métier facile, ça, être huissier. C'est sûr que c'est pas un métier facile. Ça initie à la politique, le savoir écouter, je suppose? Oui. Oui, savoir écouter, puis aussi savoir se faire respecter, là, c'est naturellement. Là. Huissier de justice, ça implique qu'il faut faire exécuter les ordres de cour. Daniel Hébert, tu es maintenant un homme politique. En politique, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Qu'est-ce que tu ressens comme devoir envers la population? C'est vraiment d'être à l'écoute des citoyens de mon district, qui est le district Marigot.
que peut-être certains connaissent. La plupart... Oui, le Marigot, si on dit c'est Pont-Viau, c'est l'ancien Pont-Viau. Non, c'est vraiment Laval-des-Rapides. C'est Laval-des-Rapides, hein? Ça part du boulevard des Laurentides jusqu'à la voie ferrée à l'ouest, ou le parc Gagné, peut-être qu'il y en a qui le connaissent pour la descente de bateaux, et de la rivière des Prairies à environ Concorde. Mais il y a toute une histoire dans ce quartier-là. C'est là qu'on élevait les visons à l'ancien temps. Ah, pas possible. Oui. Moi, ce que j'ai connu, c'est le Marigot lui-même, qui est l'ancien marais. C'est le nom du marais, le Marigot, qui a été rempli dans les années 60 par la venue du métro à Montréal et non à Laval. On parle bien du métro à Montréal, avant l'Expo 67. Donc, il y a une grande partie du Marigot qui avait été remplie par la terre, la roche, des tunnels du métro de Montréal. Formidable. En politique municipale, c'est différent. C'est pas nécessairement facile. La ligne de parti, c'est quelque chose de difficile à suivre. Ah, bien, il faut suivre la ligne de parti, normalement. Puis, aussi, s'il y a opposition, bien, dans les caucus, on donne nos avis, puis... on voit si ça peut cheminer à partir de l'intérieur du parti. Dans Laval-des-Rapides, quels sont les besoins que les citoyens te font ressentir? Quels sont les besoins surtout? Bien sûr que cette année, c'était vraiment une année difficile pour que ce soit la neige, glace, verglas et déneigement. C'est un point qui est très... je vais dire chatouilleux pour un citoyen, mais c'est un point aussi qui est très important. Puis, naturellement, il y a peut-être des choses qu'on doit améliorer. Puis aussi travailler pour nos citoyens, que ce soit du côté de l'entretien, puis tous les autres points, que ce soit culture, sport et autres. Oui. Les personnes âgées dans ton quartier, on s'aperçoit que ça vieillit un petit peu comme un peu partout. Oui. Elles ont des besoins particuliers. Est-ce qu'ils te le font sentir? Bien, je suis très impliqué, moi, dans les résidences du quartier, que ce soit la résidence quartier, Giraudière, Maison du Marigot, Idola Saint-Jean. Donc, c'est des... Oh, c'est beaucoup, ça, beaucoup de monde. C'est plusieurs résidences là, que je suis de près, leurs besoins, les aider, aller aux rencontres, les rencontrer, et écouter quels sont leurs demandes. Hein? Un besoin d'écoute. Oui. Hein? Oui. Besoin d'écoute et d'appui. Oui. Alors, ces gens-là, actuellement, est-ce que tu prévois que, toi, dans ton programme, est-ce que tu prévois quelque chose de spécial quand même pour les aider? Bien, il y a plusieurs points. C'est qu'ils ont besoin d'amélioration souvent, soit au bâtiment ou ajustement. Là. C'est pas grandiose et ça ne demande pas des investissements. Il y a une déficience à ce niveau-là, au niveau de la ville. C'est plus un côté de faciliter certains points, tout simplement, là, à l'intérieur des résidences. Mais la plupart, on peut dire que c'est bien géré, c'est bien administré. Là. Oui, ils sont assez bien gérés. Hein? Les gens sont satisfaits. Oui, ils sont satisfaits. C'est formidable. Il y a aussi les accommodations qu'on peut faire parce qu'ils sont très près du Parc des Prairies. Si on parle du Parc des Prairies, justement, il y a quelque temps, nous avons fait un rassemblement de citoyens pour le nettoyage, le grand ramassage de déchets qui s'accumulent durant l'hiver ou même durant l'année. Donc, on a fait un grand nettoyage du parc qui est tout près des résidences, d'ailleurs, qui est très utilisé par les résidents des résidences. Donc, c'est un point qu'on aime bien à chaque année renouveler, qu'on veut renouveler à chaque année aussi, puis qui a déjà été fait dans le passé. Oui, c'est ça. Ce parc-là est assez important parce que je crois que le frère Marie-Victorin s'est impliqué dans ce parc. Oui, dans le parc, il s'est impliqué aussi avec le Monde de la Salle, qui est tout près du parc et qui fait Monde de la Salle, il faudrait. 100 ans d'existence. Oui. 100 combien? 100 ans d'existence. En 2017, ça faisait 100 ans que le Monde de la Salle existait.
Formidable. Oui. Daniel Hébert est un type qui est impliqué dans son quartier. Je suis fier de te connaître pour ma part. Puis je pense que les citoyens ont raison d'être fiers de t'avoir comme conseiller municipal. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça fait plaisir. Chronique immobilière cette semaine, toujours avec Alex Haddour et Max 2001. Salut Alex. Salut, ça va bien? Super, toi? Excellent, excellent. Excellent. Alors, on a une chronique sur la nouvelle mesure fédérale qui a été annoncée. Donc, les acheteurs d'une première propriété bénéficieront dès cette année, septembre 2019 pour être précis, d'une nouvelle mesure gouvernement fédéral qui leur permettra de réduire considérablement le montant de leur future hypothèque. Donc, pour leur venir en aide, le ministre des Finances a annoncé la mise sur pied d'un nouvel incitatif qui permettra aux premiers acheteurs de réduire la somme qu'ils devront emprunter pour acheter leur maison, et ce, sans devoir fournir une plus grosse mise de fonds. C'est bien ça. OK, donc c'est un programme quand même de 1,25 milliard de dollars sur 3 ans, permettra à au moins de 100 000 nouveaux acheteurs de confier 5 à 10 de leurs hypothèques sans intérêt à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, qui, elle, ne remboursera qu'à la revente de la maison. Je suis épuisé. Tout un texte. Peux-tu me décortiquer ça, monsieur le courtier? Écoutez, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est les premiers acheteurs qui ont un revenu familial en bas de 120 000 par année. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement fédéral va donner un 5 de mise de fonds, puis les autres vont devoir donner un autre 5 de mise de fonds. Le premier 5 de mise de fonds va être à l'acheteur. Le deuxième 5 de mise de fonds va être à la SCHL, au gouvernement fédéral. En garantie? En garantie, ils vont pouvoir le rembourser, dans le fond, à la revente de la maison, et ça va être sans intérêt. Wow, OK. Et puis, ici, c'est indiqué une astuce qui permettra aux acheteurs dont le... Ben, c'est finalement ce que tu viens de me dire. On va y aller avec toi, c'est plus le fun que de lire le truc. Écoute, dans le concret, c'est pas en application encore, c'est en septembre 2019. C'est en septembre 2019. Donc, les détails que tu as, toi, facilement, je vais vous faire un petit exemple. La maison vaut 400 000. Oui. OK? Vous mettez 5 de mise de fonds. 5 de 400, ça donne combien? Ça fait 20 000. Ouais. Mais là, vous mettez un 20 000, la SCHL met un autre 20 000. D'accord. Fait qu'il vous passe comme 20 000 ouais. sur le terme du 5 ans, sans intérêt. D'accord. D'accord. Wow, OK. Et puis, quand on renégocie l'hypothèque, est-ce qu'il faut renégocier cette partie-là aussi? Elle va rester, dans le fond, sur le prêt. Arriver à la vente de la propriété, mais là, vous allez devoir la rembourser de 1. Puis vous ne payez pas d'intérêt. C'est ça la beauté de la chose. D'accord. Mais il y a certains critères pour ce programme-là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a 18 propriétés qui va pouvoir y accéder. Là. Malheureusement pour ces gens et heureusement pour ceux qui n'ont pas ou qui rêvent d'avoir une propriété ou qui passent à plus beau, plus le second rêve, là, écoute, concrètement, dans le day-to-day, tes clients, ça va changer quoi pour eux? Moi, personnellement, ce que je pense, ce que ça va changer, c'est la capacité d'achat. Monsieur, madame, tout le monde qui pouvait acheter une maison à 300 000 vont pouvoir aller acheter une maison à 350 000. D'accord. C'est ça l'avantage. Pourquoi? C'est pour ne pas endetter les ménages de 1. Okay. De 2, avoir une bonne capacité d'achat, les acheteurs. Ils vont avoir une meilleure capacité d'achat, autrement dit. Et de 3, écoutez, on vous passe de l'argent, mais vous ne payez pas d'intérêt. C'est quand même intéressant. C'est quand même super intéressant. Mais comme je disais tantôt, il y a quand même des critères à respecter. Et voilà. Donc, les fameux critères, ça va ressembler à quoi exactement? Bien, je vous dirais, le premier critère, c'est un revenu familial de 120 000 par année. Ou moins ou plus? Non, moins. Moins que 120 000. D'accord. De 2, il faut que ce soit un premier achat. Et de 3, il y aurait possibilité aussi de le prendre de vos REER, là. Oui, parce qu'il y a toujours la possibilité de faire ce qu'on appelle un wrap. Un wrap, effectivement. Je pense qu'ils ont même augmenté, excusez si je m'éparpille, ils ont même augmenté le wrap à 35 000 en ce moment-là. Oui, bien écoute, c'est ce que je semble comprendre ici. Toujours dans l'optique de donner un coup de main aux acheteurs d'une première propriété. Le régime d'accession à la propriété passera de 25 000 à 35 000 par personne, la somme maximale qui peut être retirée d'un REER. C'est bien ça. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir aller jusqu'à 35 000 Autrement dit, ce qu'on disait tantôt, les critères, au lieu, mettons, d'acheter une maison à 300 000, mais vous allez pouvoir monter à 350 000. Et puis, pour les couples qui se séparent après l'année 2019, les personnes divorcées ou séparées à se prévaloir du wrap pour acquérir une nouvelle propriété, même si elles ne sont plus considérées comme des premiers acheteurs. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ce qui veut dire,
rapidement. Là, oui, bien, en bon québécois, qu'on se comprenne. En bon québécois, c'est après cette date-là, ceux qui se séparent, ils seront plus ils n'auront plus l'éligibilité, dans le fond, de ce certain montant-là, dans le fond. D'accord. Donc, si, exemple, je me sépare, on se sépare conjointe, toi, tu gardes ta maison, moi, je veux m'en racheter un autre. Ça peut être ma première maison à moi seule, puis ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus, effectivement, parce que les autres, ce qu'ils calculent, c'est le revenu du ménage. Un ménage, c'est un couple. Ah, c'est ça. OK. C'est pour ça que tantôt, il disait les revenus des ménages en bas de 120 000 par année. OK. Et puis, écoute, 19 mars 2019, ici, je vois que ce programme permettra aux acheteurs d'une première habitation de retirer jusqu'à 35 000 de leur REER sans payer d'impôt sur ce retrait pour bonifier leur mise de fonds en vue d'acheter ou de faire construire une maison. L'augmentation du plafond à 35 000 ne sera applicable qu'au retrait effectué après le 19 mars 2019. C'est bien ça. Pourquoi? Parce que les REER, pour rapper, mettons, rapper puis prendre de vos REER votre mise de fonds, il faut que l'argent soit resté là 3 mois minimum dans votre compte de banque. Oui, c'est la fameuse condition. C'est une des fameuses conditions, effectivement. OK. Et puis, en terminant, là-dessus, qu'est-ce que tu entrevois? Est-ce que tu entrevois peut-être une flambée des marchés puis que les gens vont se lancer à vendre plus cher? Non, je pense pas qu'il va y avoir une flambée. Par expérience, ce que je pense, c'est que cette mesure-là va pouvoir aller chercher tous les premiers acheteurs qui ne se qualifiaient pas pour une maison à 250 000, mais là, ils vont se qualifier de 1. Puis les acheteurs qui veulent, mettons, une maison à Laval à 300 000, bien là, ils vont pouvoir monter à 350 000. Parce qu'on s'entend qu'à Laval, à 250 300 000, vous n'avez pas grand choix, là. Ouais. Fait qu'au lieu que les premiers acheteurs aillent loin, aillent à Saint-Jérôme, aillent à Mirabel... Puis après, on le paye en essence, en trafic, bien, vous le payez en trafic, puis si vous le savez. Là, ils vont pouvoir, mettons, acheter dans le Grand Montréal, puis ils vont avoir une meilleure capacité d'achat. Meilleure qualité de vie, on l'espère au final. C'est bien ça. Espérons. Bien, un gros merci à Alex Adot, chronique immobilière de chez Remax 2001. Donc, on se revoit dans quelques semaines. Merci, à la prochaine. C'est ce qui complète l'émission cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres chroniques. D'ici là, gagnez du bidou en direct de votre salon, ça vous dit? Vous avez quelques instants pour aller sur tvrl.ca, aller voir la liste des détaillants pour Bingo TV Laval, parce que dans quelques instants, oh oui, mesdames et messieurs, 2 500 $ pour la carte pleine et 3 500 $ en jeu cette semaine. Ça vous intéresse? En direct de votre salon, Bingo TV Laval. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Jusqu'à la semaine prochaine, soyez heureux.